Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Fermeture de lits, pénurie de soignants, services d'urgence saturés, notre système de santé est malade. Et la situation est d'autant plus préoccupante qu'avec le vieillissement de la population, le nombre de maladies chroniques explose. Et les inégalités dans l'accès aux soins se creusent. Alors la bonne nouvelle dans ce sombre tableau quand même, c'est la multiplication d'initiatives originales et pertinentes pour lutter contre ces déserts médicaux. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Le Code de la santé publique garantit un accès aux soins pour tous, mais la réalité malheureusement est bien différente. Chaque jour, des milliers de personnes peinent à obtenir un rendez-vous médical avec des délais d'attente souvent de plusieurs mois et beaucoup n'ont pas de médecin traitant. C'est le cas pour 11% des Français de plus de 17 ans. Alors comment améliorer la situation sur notre territoire ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec mes invités qui ont réfléchi à des solutions concrètes pour rendre la santé accessible à tous. Bonjour Karine Gouraud. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence d'attractivité du Loir-et-Cher. C'est un dispositif financé par le conseil départemental pour faciliter l'installation en Loir-et-Cher des professionnels de santé, une région où on manque cruellement de médecins. Damien Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Montrichard, une commune justement située au sud du Loir-et-Cher. Donc vous connaissez avec Karine ? On s'est déjà rencontrés, évidemment, parce que c'est un atout précieux pour mon territoire que d'avoir l'agence d'attractivité du territoire. En tout cas, vous connaissez bien, ces problématiques de déserts médicaux. Imad Sfer, bonjour. Merci de revenir nous voir sur le plateau de La Santé d'abord. Et vous êtes directeur médical et innovation en santé chez Vive 3 Bourgogne. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Alors, que pensent les Français de la qualité des soins en territoire ? Quelles sont les inégalités qui les inquiètent le plus aujourd'hui ? C'est un reportage signé Hervé Grandchamp. Pour prendre l'exemple de ma fille, tout simplement pour obtenir un rendez-vous chez un orthophoniste pour simple suivi et faire un bilan, il m'a fallu plus de 8 mois. Le dermato, ça peut aller jusqu'à plus d'1 an d'attente. 6 mois, 9 mois pour les docteurs qui ont une spécialité. On a quand même un accès aux soins qui est plutôt positif. Ça ne concerne pas vraiment la ville de Toulouse, dans laquelle on est encore privilégié. Un gros centre de radiologie et d'imagerie médicale sur Revel même qui a attiré toutes les communes du coin et du Tarn. Et ce cabinet de radiologie a fermé. La mère de ma belle-fille qui habite Morse, dans le Cantal, qui va venir se faire opérer à Toulouse de la hanche. Ça peut être le cas dans certains pays. Maintenant, je pense qu'en France, on a, comme je l'ai dit juste avant, on a quand même un bon accès aux soins. À la campagne, on a notre médecin, notre généraliste qui nous connaît, donc le suivi, je dirais, est plus qualitatif. À la campagne, il n'y a que des médecins généralistes, lorsqu'on en trouve un. Et il faut souvent se déplacer en ville pour avoir accès à des spécialistes. Je pense que la solution pour que tout le monde ait accès aux soins, ce serait effectivement de faciliter l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Former plus de médecins, ouvrir plus de cabinets. Il faut mieux payer les professionnels de santé pour qu'ils se rendent dans les déserts médicaux. Voilà, former plus de médecins, mieux les payer et les attirer dans ces zones de déserts médicaux. On estime qu'aujourd'hui, près de 9 millions de Français vivent dans un désert médical. C'est beaucoup. Mais d'abord, rappelons ce qu'on entend précisément par désert médical. Imad. Alors, un désert médical, c'est une zone géographique où l'accès aux médecins est très difficile, voire très compliqué, avec un délai très long pour avoir un rendez-vous, avec des distances importantes pour aller voir son médecin. Alors, supérieur à... Est-ce que c'est juste quand on dit que le désert médical, quand le premier établissement de soins d'urgence est situé à plus de 30 minutes en voiture ? C'est ça, en oui, gros tout à fait, oui. Et je dirais, de façon plus globale, l'accès à des spécialistes. Oui, parce qu'il y a cette dimension spatiale, pas de médecin à proximité, mais il y a aussi ce problème de temps, avec des délais d'attente, vous l'avez dit, souvent de plusieurs mois. C'est plus de 2 mois pour un ophtalmo, dermato, gynéco. Enfin, voilà, il faut compter entre 2 et
3 mois. Damien Hainaut, je rappelle que vous êtes le maire de Montrichard, donc situé dans le Loir-et-Cher. Une zone que l'on peut qualifier de désert médical. Au niveau national, le Loir-et-Cher arrive 75e rang concernant la densité des médecins et au 79e rang concernant l'âge des médecins, et beaucoup en plus de 55 ans. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu la double peine. C'est pas par hasard si Karine a ouvert une agence d'attractivité dans la région. Enfin, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais racontez-nous un peu. Effectivement, on peut penser comme ça, vu de loin, que nous sommes dans un désert médical. Ce n'est pas tout à fait le cas. On va essayer de positiver un petit peu. Nous avons une population de médecins vieillissante, donc qui part progressivement plus de 55 ans. Plus de 55 ans. Qui va bientôt partir à la retraite. Qui exerce encore. Et puis, suivant les territoires loir-et-chériens, nous, sur le nôtre, sur le sud du Loir-et-Cher, sur la partie ouest du sud du Loir-et-Cher, on est plutôt pas mal, j'allais dire. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a su attirer à un moment précis, quand je dis on, c'est bien présomptueux, je n'étais pas forcément là, mais des anciens médecins ont su attirer des jeunes médecins. Et donc, ces jeunes médecins ramènent d'autres jeunes médecins. D'accord. Donc, c'est un cercle vertueux. C'est le cercle vertueux. Parce qu'il faut bien penser une chose, parce que quand on voyage dans toute la France, on va passer un petit village et puis on voit recherche médecin sur la façade de la mairie, etc. Un jeune médecin aujourd'hui, dans jeune médecin, il y a jeune. Un jeune, il ne veut pas s'installer tout seul dans un territoire rural. Ils ont envie d'être en équipe, de travailler en équipe. Et vous allez nous parler tout à l'heure de ces fameuses maisons de santé que vous avez ouvertes à Montrichard. Je voudrais juste qu'on termine quand même sur cet état des lieux de ces déserts médicaux, parce que contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que les zones rurales qui sont concernées aujourd'hui. Il y a aussi les quartiers urbains dits sensibles. Oui, tout à fait. Oui, dans des grandes villes, parfois, dans ces quartiers dits sensibles, il manque cruellement de médecins spécialistes ou généralistes. Et puis, dans les grandes villes, on ne manque pas peut-être forcément de médecins, mais on peut aussi parler d'inégalité d'accès aux soins, parce que beaucoup de médecins pratiquent des dépassements d'honoraires souvent très importants. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Oui, ça aussi, c'est un fait important, puisque dans les grandes villes, forcément, ça pousse certains médecins à demander plus d'honoraires et donc, forcément, ça pose des problèmes d'accès aux soins. Alors, comment sommes-nous arrivés là ? Est-ce qu'il y a trop de malades en France ? C'est-à-dire que la population vieillit, ce qui augmente le nombre de maladies chroniques. Pas assez de médecins, du coup, qui sortent de la faculté. C'est peut-être aussi un métier qui fait moins rêver, très exigeant, pas forcément très bien payé. Oui, alors là, après, c'est les autorités de la santé qui pourraient donner je dirais, leurs analyses sur les raisons de ce manque de médecins. Après, c'est aussi les inégalités de territoire. On le sait aussi, des inégalités de spécialité également. Après, il y a, on peut dire, une féminisation aussi de certaines filières, notamment médecine générale. Et donc, ce qui veut dire, c'est très intéressant, féminisation de la profession. C'est vrai que 39,38% des médecins sont aujourd'hui des femmes. Donc c'est quand même beaucoup plus qu'il y a encore quelques années. Et cela, malheureusement, réduit la disponibilité des médecins parce qu'in fine, il y a les enfants, les courses à faire. Qui dit inégalité au niveau des tâches ménagères, ce qui est toujours le cas en 2024, dit finalement inégalité au niveau de l'accès aux soins. C'est un peu l'équation, je simplifie un peu. Mais oui, non, je crois aussi qu'on a une jeune génération de professionnels de santé qui a vu sans doute, je dirais... la génération précédente travaillait 70 heures par semaine et peut-être qu'ils n'ont pas envie de travailler 70 heures par semaine. Mais on peut ne pas leur en vouloir. Bien sûr. Il s'avère qu'on peut avoir, sur les médecins généralistes, 2,7 nouveaux jeunes médecins pour remplacer un médecin généraliste qui fait valoir ses droits à la retraite. Donc il y a aussi cette équation-là, sans en vouloir à la jeune génération qui est aussi très investie dans nos territoires, mais qui ont envie aussi le mercredi de profiter de leurs enfants et ne pas travailler jusqu'à 22h le soir. Un sacerdoce comme ça pourrait être. Oui, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas anticipé suffisamment aussi le départ à la retraite des médecins actuels, la génération baby-boomer, qui partent de façon assez importante. Il y a eu une ouverture du numerus clausus quand même, mais qui n'est pas suffisante. Oui, en théorie. Un numerus apertus maintenant. En théorie, sauf que dans les faits, on voit bien que les universités n'ont pas les capacités de former beaucoup plus de médecins, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, ouais. Je pense qu'il faut absolument former plus de médecins, encore plus, pour les répartir sur l'ensemble du territoire. Leur donner envie d'aller aussi dans des zones
où ils n'ont pas forcément envie d'aller. C'est vrai, par exemple, à Nice, là, on n'a pas de problème de, de médecins. Là. Ouais, il n'y a pas de déserts médicaux là-bas. Exactement. Oui, mais à la fois, on voit aussi des jeunes... Ce week-end, j'étais sur un salon, un congrès des masseurs kinés, et on voit les jeunes qui sont soucieux de ne pas pouvoir s'installer dans leur lieu d'études parce que la zone est surdotée. Voilà. Nous sommes dans des territoires sous-dotés où l'installation est immédiate avec un carnet de rendez-vous qui précède, qui est plein avant même qu'il ne pose la plaque. Donc voilà, je veux dire... Et puis, il faut être curieux aussi et quelque part, une expérience dans une autre région n'empêche pas de revenir dans sa région d'origine aussi. Je crois que, on ne s'installe pas plus forcément pour tout un lieu de vie. Et je crois que c'est ça aussi, c'était pas une profession qui était habituée peut-être à... Mais ce qui veut dire quand même que dans une dizaine d'années, on pourrait espérer avoir quand même plus de médecins. Puisqu'on a pris des mesures là aujourd'hui et on devrait avoir les résultats quand même dans une dizaine d'années. La situation sera... Il n'y aura pas 60% de la population qui doit être obligée aujourd'hui, en tout cas, de reporter ou de renoncer à des soins en raison de contraintes financières ou de manque de médecins disponibles. Hein. Mais notre problématique est bien actuelle aujourd'hui. Oui, et vous évoquiez, Karine, effectivement, le fait de faire venir ces jeunes médecins. Mais ce jeune médecin au jus, parce qu'on en a vu plusieurs, il ne faut pas simplement l'attirer en disant « Viens à Montrichard, tu vas voir. » Il y a une qualité de vie formidable. Le maire est formidable. Le maire est exceptionnel. On a un château médiéval qui est fabuleux. C'est vrai, que je connais et qui est très très beau aussi. Et il faut aussi qu'ils puissent avoir leur tranquillité. Le fait, ça on l'a vu un petit peu, de leur proposer un carnet de rendez-vous qui soit archi rempli d'entrée de jeu. Ça peut être extrêmement contre-productif. Alors justement, on va en parler. Ce que je voudrais juste là, c'est qu'on arrive dans cette partie-là, on va parler des solutions concrètes. Parce que tirer la sonnette d'alarme, c'est bien, mais trouver des solutions, c'est mieux. Et heureusement, nos régions ont des idées, souvent des bonnes idées, et nous avons envie justement de vous en présenter quelques-unes. La situation n'est peut-être pas aussi désespérée. Et par exemple, on le disait tout à l'heure, il y a des problèmes de déserts médicaux, soulèvent des questions de transport. Surtout aujourd'hui que les structures hospitalières se concentrent de plus en plus, ce qui allonge les temps de transport. Et si vous êtes âgé ou si vous souffrez de maladies chroniques, prendre sa voiture pour se rendre à l'hôpital ou chez son médecin qui a plus de 30 km, ça peut poser un problème. Or, tout le monde ne le sait pas, mais certaines mutuelles ont mis en place un système de transport sanitaire qui accompagne les patients tout au long de leur parcours de soins, veillant à leur bien-être. Regardez, c'est un reportage d'Éric Courtois. Beau temps. 3 fois par semaine, je me rends donc à l'hôpital de Niort le lundi, le mercredi et le vendredi. Je vais là-bas pour tout au moins remplacer le système rénal qui ne fonctionne plus. Ce sont des dialyses qui durent 5 heures. Donc 5 heures plus 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, ça fait 7 heures par jour. Jacques habite à la campagne, loin de l'hôpital, dans un désert médical qui lui crée une contrainte importante qu'Harmonie Ambulance souhaite, sinon résoudre, au moins améliorer au maximum afin de soulager le patient dans ses fréquents déplacements. Denis et Corentin sont des ambulanciers impliqués dans leur profession. Ils mettent tout en œuvre pour le confort de Jacques. Nous, on est dans un monde rural et donc on a beaucoup de routes. C'est un peu la contrainte chez nous. Mais par contre, à côté de ça, ça permet de créer vachement de liens. C'est un métier également où on se doit de veiller à leur bien-être du début jusqu'à la fin de leurs soins ou de leur maladie. Mais on se doit aussi d'avoir une rigueur pour être à l'heure, pour être empathique avec eux, pour veiller à leur bien-être. Que ce soit dès leur domicile jusqu'à la prise en charge dans un centre hospitalier ou par exemple chez un kiné ou tout autre professionnel de santé. Alors, malgré un lieu de vie très éloigné pour Jacques, Harmonie Ambulance se résume en quelques mots: rigueur professionnelle, compassion et humanité. Donc voilà, des ambulanciers qui ne se contentent pas juste de transporter leurs patients, mais qui leur apportent un vrai soutien psychologique. Moi, je dis bravo, et en particulier bravo à l'équipe d'Harmonie Ambulance de Pompère. Alors, autre piste pour améliorer l'accès aux soins, on en parlait déjà avec vous, Damien, c'est d'avoir un système de santé basé réellement sur les besoins.
Il y a des régions où on n'a pas besoin d'avoir 2 cardiologues au coin de la rue, mais plutôt une maison de santé dynamique en lien justement avec des cardiologues qui peuvent être à 50 km de là. Et justement, vous avez ouvert en début de saison à Montrichard une maison pluridisciplinaire de santé. Hein. Absolument. On a été labellisé en début de cette année. Nous étions avant une maison municipale de santé. Ça vivotait, on allait dire, il y avait un début de quelque chose. Et puis nous avons, avec l'aide du conseil départemental, avec notre aide de l'agence d'attractivité du territoire, pu faire venir d'autres professionnels. C'est ainsi qu'on a pu faire venir des ophtalmos. Alors, un cabinet d'ophtalmo dans une ville de 3800 habitants, je peux vous assurer que c'est très attendu et le pari n'est pas gagné d'avance. Ah oui. Et puis aller chercher des nouveaux médecins généralistes, puisque le généraliste, c'est le cœur du réacteur pour le kiné derrière, pour notre laboratoire de santé, pour l'ostéo, pour le podologue. Du coup, vous avez réussi votre pari ? Alors, pour le coup, le pari est plutôt réussi, mais rien n'est jamais gagné, puisque ça a été évoqué dans nos propos précédents, mais on retrouve aussi, je le disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui n'est pas gagné aujourd'hui ? Jeune médecin, il est jeune. Donc, il est jeune. Il ne veut pas forcément son métier, il va l'aimer. Il a fait des études longues pour, mais il n'a pas l'intention d'être enchaîné à son travail. Donc, il n'a pas forcément envie d'habiter à Montrichard-Val-de-Cher. Donc, les villes plus grandes, pour nous, c'est Blois. Hein. On est à une demi-heure de route de Blois. Donc, pour un médecin, pour venir au travail, c'est vraiment pas compliqué. Ça peut être Amboise, ça peut être Tours, mais on essaie quand même de les garder dans le Loir-et-Cher parce qu'on a, en règle générale, plutôt une belle qualité de vie. Mais il faut faut bien penser à ça, qu'un médecin, aujourd'hui, ça reste un jeune humain. C'est pas une machine. C'est pas une machine et c'est plus le médecin qu'on avait. C'est pas Superman non plus. Le médecin qui a sorti un nombre de ses études en patients 1974, celui qui sort en 2024, c'est plus du tout la même vision des choses. Il faut que le patient ait conscience aussi ait une autre image aujourd'hui de son médecin qui ne peut pas être disponible H24. Voilà, ce qui est un peu compliqué à faire entendre à nos patients. On l'a évoqué dans les propos précédents aussi, mais une patientèle vieillissante qui a été très mal habituée ou avec un confort extraordinaire dont ils n'avaient pas conscience que d'avoir un médecin quasiment H24, un médecin de famille à dispo. Donc, attirer des jeunes médecins dans ces maisons pluridisciplinaires de santé pour qu'ils travaillent en équipe, leur proposer d'habiter dans la grande ville d'à côté s'ils ne veulent pas habiter à Montrichard. Et puis aussi, les médecins vont devoir apprendre à déléguer un peu plus à d'autres professionnels de santé, sinon ils ne vont pas y arriver non plus. Des professionnels qui ne sont pas forcément des médecins, afin de libérer du temps, mais ils ont encore un petit peu de mal, Imad, à faire ça. Non ? Oui, ça se fait de plus en plus. Effectivement, vous avez des exemples concrets à nous donner ? Ça se fait de plus en plus. Effectivement, déléguer certaines tâches aux pharmaciens qui ont un rôle important à jouer. Mais est-ce qu'ils sont prêts à le faire ? Je pense de plus en plus, et la crise Covid nous a aidé un petit peu à déléguer encore plus, puisque de toute façon, le corps médical n'aurait pas pu tout gérer non plus. Il y a des délégations de tâches aussi pour les infirmières et les autres professions paramédicales. Ophtalmo-orthoptistes, les radiologues avec les manipulateurs radio. Et quid de la téléconsultation pour lutter contre les déserts médicaux avec la crise du Covid ? C'est vrai que la téléconsultation s'est fortement développée. On est passé de 80 000 téléconsultations en 2019 à 9,4 millions en 2021. On était en plein Covid, c'est vrai, mais la tendance se maintient. Est-ce que ça pourrait être l'avenir pour le suivi des maladies chroniques ? Ça peut être une des solutions. On ne peut pas tout faire par téléconsultation ou téléexpertise, mais c'est quelque chose qui s'est installé dans les habitudes et je pense que ça va se développer encore plus. Le nerf de la guerre, je pense qu'on en parle quand même depuis le début de cette émission, c'est comment réussir à attirer plus de médecins dans ces zones de déserts médicaux. C'est vrai que c'est un vrai challenge. On en a déjà un petit peu parlé avec vous, Damien. Dans le passé, des aides financières sous forme de primes ont été mises en place pour attirer des nouveaux praticiens dans ces déserts médicaux. Des primes allant jusqu'à 50 000 € d'ailleurs. Mais bon, les résultats ont été assez décevants, ce qui veut dire que la dimension pécuniaire n'est pas une solution suffisante. Karine, je rappelle que vous êtes présidente de l'agence d'attractivité du Loir-et-Cher, un dispositif justement financé par le conseil départemental pour encourager l'installation dans le département. Alors justement, quels sont vos arguments aujourd'hui, en dehors de l'aspect financier, pour convaincre les professionnels de santé et de s'installer dans votre belle région et d'y rester ? Alors, à part qu'il y a un maire exceptionnel à Montrichard. Tout d'abord, nous ne parlons justement pas d'aspect financier. Nous commençons à nous intéresser à leur projet de vie et personnel et professionnel. Ça, je crois que c'est important, c'est de considérer le futur professionnel de santé dans sa globalité et dans les aspirations qu'il a d'abord. D'avoir intégré aujourd'hui ses besoins en termes de qualité de vie et d'avoir une vie tout privée. à fait. Ouais. Et en fait,
Et puis, nous ne nous limitons pas aux médecins généralistes. En fait, c'est tout un écosystème. Et nous tentons d'attirer, je dirais, de l'aide-soignante aux masseurs-kinés, à l'infirmière, aux médecins généralistes, spécialistes, sages-femmes. Je veux dire, c'est l'ensemble de ces professionnels parce qu'en fait, tout est une chaîne. Et pour moi, c'est le système de santé dans son ensemble. Si dans les EHPAD, on n'a pas d'aide-soignante, enfin, je veux dire, ce sera compliqué de maintenir ces activités-là. Donc, je veux dire, tout professionnel de santé, pour nous, présente le même intérêt. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre justement à ces nouveaux besoins des professionnels de santé, pour les accueillir et pour qu'ils restent surtout? Dans un premier temps, c'est, moi j'ai des leviers de prospection. Donc les leviers de prospection, c'est être présent sur des salons et des congrès professionnels à l'autre bout de la France, par exemple. C'est travailler avant tout sur les étudiants en santé qui sont sur notre territoire, comment les accompagner dans le temps long. Et nous avons mis en place des box, notamment les box stages pour les jeunes étudiants en santé. Et donc nous leur proposons une flotte de véhicules, des logements, des bourses d'études. Et puis aussi des moments, je dirais, de convivialité où ils découvrent à la fois le territoire et à la fois où ils se créent leur propre réseau de professionnels, de futurs professionnels de santé. Donc ça, c'est tout je dirais, une confiance que l'on doit amener et on doit vraiment travailler sur ces étudiants déjà en santé de notre territoire. Et ça marche ou pas? Vous avez attiré combien de jeunes médecins là depuis, je ne sais pas, depuis combien de temps vous vous êtes installés? Depuis, je dirais, 2 ans et demi, c'est 75 professionnels de santé que nous avons installés, que nous avons accompagnés dans leur installation en Loir-et-Cher, et 15 remplaçants. Parce qu'on voit bien aussi que les plus jeunes ne veulent pas forcément s'installer immédiatement pour différentes raisons. Et donc nous, on se dit que plus ils remplaceront sur notre territoire, et plus peut-être auront-ils envie, je dirais, c'est un bon calcul. Ouais. Et puis également, je dirais, un des vecteurs important de réussite, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs du territoire. Ça veut dire l'ARS, la CEPAM, mais ça veut dire aussi l'hospitalier, le privé, le mutualiste. Alors juste avant de terminer cette émission, il y a aussi un autre moyen d'attirer les jeunes médecins dans ces zones de déserts médicaux, c'est de leur permettre de se former beaucoup plus rapidement en intégrant des centres de santé comme celui de l'Île de Groix. Regardez. Ce qui a été compliqué sur l'île, c'est que les médecins qui habitaient sur l'île et qui exerçaient sont partis à la retraite. La moitié des habitants de l'île, du coup, est âgée de plus de 65 ans. Donc il fallait vraiment bâtir quelque chose pour faire venir des médecins sur l'île. Le scénario retenu, c'est la création d'un centre de santé qui fonctionne avec un pool de 10 médecins titulaires, avec 4 d'entre eux qui sont à temps partiel salariés de l'association APSIB, qui est donc l'association gestionnaire du centre de santé, et 6 parmi les 10 qui sont en exercice libéral, avec qui l'association APSIB a une convention. Leur activité est rattachée à l'activité du centre de santé. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, avec ce pool de médecins et cette proposition, on a pour la population une réponse 24 sur 24, à la fois à l'urgence et surtout au suivi d'un cabinet de médecine générale. Bonjour Monsieur Tonnerre. Oui, docteur, bonjour. Comment allez-vous? Victor Barbeau, je suis un des médecins du centre. Comment vous sentez en ce moment? Ça va beaucoup mieux que j'ai été. Ok, c'est un monsieur qui a beaucoup de comorbidités, beaucoup de maladies, notamment une maladie cardiovasculaire, qui nécessite un suivi mensuel pour justement préserver son maintien au domicile, préserver ce à quoi il est attaché. Travailler sur une île, c'est intéressant. On est le premier recours pour de multiples pathologies, que ce soit du suivi de maladies chroniques, de l'urgence, de la pédiatrie, de la gynécologie, etc. Donc tout ça, moi, c'est vraiment ce mode d'exercice-là qui m'intéressait, que je recherchais. Et donc quand on m'a proposé ça, oui, j'ai foncé. Voilà, donc une semaine dans le centre de santé sur l'île de Groix, c'est quand même 3 mois de formation. Sur le continent, ça se réfléchit quand même. Hein. Puis c'est vrai que c'est magnifique, l'île de Groix. Alors, dernière chose, il faudrait aussi quand même moins de malades, ce qui voudrait dire développer la prévention en France. Et je rappelle que la prévention aujourd'hui en France, c'est seulement 2% des dépenses de santé, ce qui est quand même pas beaucoup.
Imad, vous êtes d'accord avec moi, hein, il y a quelque chose à faire aussi sur Oui, ce tout à terrain-là. fait. Je pense qu'on peut faire mieux en termes de prévention en France. Et là, ce sont des missions qu'on peut confier aussi aux paramédicaux, aux infirmières, et puis d'autres, aux pharmaciens, bien évidemment, pour décharger un peu les médecins des actions un peu plus thérapeutiques, on va dire, et développer la prévention par d'autres disciplines. Donc voilà, les points clés à retenir, si je vous ai bien suivi, c'est rendre ces zones de déserts médicaux plus attractives pour les professionnels de santé. Ça, c'est votre job, Karine, puis aussi un peu le vôtre. Leur proposer de travailler en équipe comme des maisons pluridisciplinaires de santé comme à Montrichard ou sur l'île de Groix. Développer le transport sanitaire bienveillant qui va bien au-delà du simple transport et donner plus de place à la prévention. Il faudrait qu'on fasse une émission sur cette thématique. Autant d'initiatives concrètes et qui ont fait leurs preuves pour lutter contre ces déserts médicaux qu'il faudrait déployer sur notre territoire. Un grand merci à tous les trois. C'était passionnant. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.